Et si vous pouviez vous immerger dans le monde merveilleux d'Avatar, ressentant sous vos pieds l'herbe fraîche de sa forêt fluorescente, ou encore slalomant ces montagnes flottantes à Dodicrane? Et si le métaverse rendait ça possible? Des entreprises travaillent à ce que ce rêve devienne réalité. Mais est-ce une bonne chose? À l'instar du capitalisme qui détruit l'univers d'Avatar pour le profit, ne connaîtrons-nous pas ce même ennemi dans le métaverse, avec des entreprises comme Meta, prêtes à tout pour aspirer notre vie privée? Et s'il existait un autre danger bien plus puissant que personne n'a vu venir? Un danger que même aucun anti-métaverse n'a jamais mentionné dans ses commentaires dénonciateurs. Avatar est un film de science-fiction réalisé par James Cameron en 2009 et dont la qualité visuelle était une prouesse technique à cette époque, nous faisant tous rêver avec ses paysages à couper le souffle. Le lien avec le métaverse se fait lorsque l'on peut voir des humains incarner ce qu'ils appellent des avatars, qui ne sont autres que des êtres vivants composés de l'ADN des Na'vi mélangé à celui des humains. Lorsqu'un humain prend le contrôle d'un avatar, il se retrouve dans la peau d'une autre entité qui lui permet d'interagir avec ce qui semble être un autre monde. Nous voici alors dans le métaverse. Mais le métaverse, c'est quoi exactement? D'après Matthew Ball, un investisseur en capital risque canadien, le métaverse est défini comme étant un monde persistant, synchrone, interactif, interopérable, qui possède une économie fonctionnelle et qui utilise des avatars numériques. Le métaverse a déjà été représenté dans de nombreux films. Parmi ceux-ci, nous retrouvons Matrix, un monde où tout le monde vit dans la matrice, qui serait ici le métaverse. Mais aussi dans Tron, où le personnage principal se trouve aspiré dans son propre jeu et peut interagir avec les autres joueurs. Il y a aussi Ready Player One, où nous avons droit à une dystopie dans laquelle le monde réel a perdu de son charme, et où tout le monde préfère s'évader dans le métaverse. Et enfin, la série Upload, où il est possible de se projeter dans un monde virtuel très immersif avant de mourir afin de vivre éternellement. En dehors des films et des séries, nous avons aussi des exemples de jeux vidéo se rapprochant du métaverse, bien qu'aucun d'entre eux ne parvienne pour le moment à cocher toutes les cases de Matthew Ball. Les exemples de jeux connus commencent par Second Life, sorti en 2003, avant Facebook, qui permet de laisser libre cours à son imaginaire créatif dans le jeu. Des business ont été créés dans ce jeu, faisant ainsi apparaître les premiers millionnaires virtuels. Des banques et des politiciens l'ont également utilisé afin de montrer qu'ils étaient à la pointe de la modernité. Nous avons aussi Fortnite, qui était initialement un Battle Royale et qui s'est rapproché petit à petit du métaverse en devenant un lieu de rencontre, en organisant des concerts virtuels avec de vrais artistes connus comme Travis Scott et DJ Marshmello, qui ont rassemblé chacun plus de 10 millions de spectateurs virtuels. D'autres jeux, comme Animal Crossing, Minecraft ou encore Roblox, se rapprochent du métaverse en respectant une bonne partie des points de Matthew Ball. Enfin, nous avons Horizon Worlds, le métaverse créé par Meta, initialement Facebook, la société de Mark Zuckerberg, qui aspire lui aussi à sa part du gâteau. Nous sommes face à une technologie impressionnante, qui n'en est qu'à ses débuts, et qui, à terme, nous permettra une immersion totale dans des univers magnifiques. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se promener en immersion complète, c'est-à-dire en profitant de ses 5 sens dans la cité de Foncombe, ou encore de s'aventurer dans Poudlard et de lancer vos propres sortilèges, ou de passer une journée dans le parc de Jurassic World? Mais il n'est même pas nécessaire d'aller dans des univers aussi fantastiques pour y trouver un intérêt. Que diriez-vous simplement de passer un bon moment en famille, à pouvoir toucher et ressentir vos proches alors qu'ils se trouvent à l'autre bout du monde? Ou alors d'aller voir le concert de votre plus grande star, même s'il se passe loin de chez vous? Ou encore de continuer à bénéficier des avantages du travail à distance, tout en étant en immersion totale dans des bureaux de rêve avec vos collègues à vos côtés? Les possibilités sont infinies, et nous pourrons satisfaire toutes les envies. Et pourtant, depuis l'annonce de Mark Zuckerberg à propos de Meta, on sent une vague de haine et de mépris pour ce nouveau monde. La raison est pourtant simple. Toute innovation passant inévitablement par ces 3 phases. D'abord, elle est ridiculisée, puis elle devient dangereuse, et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Et si vous y réfléchissez bien, aujourd'hui, vous naviguez sur Internet comme si c'était une évidence. Mais il y a encore quelques années, l'idée même de l'Internet semblait ridicule. Puis, cette idée est devenue dangereuse,
car elle ouvrait la porte sur de l'information et de la communication en abondance et non maîtrisée. Et pourtant aujourd'hui, on peut difficilement vivre sans. Il y a encore un an, le métaverse était dans la phase du ridicule pour le grand public. Mais depuis l'annonce de Mark Zuckerberg sur Meta, l'idée est devenue dangereuse, car réelle dans l'esprit des gens. Et dans quelques années, malgré ce qu'on peut en penser, le métaverse deviendra évident et indispensable pour tout un tas de domaines. Pour Meta, le métaverse est un moyen de toucher la génération Z qui a complètement délaissé Facebook, devenu ringard selon eux, car utilisé par leurs parents. Et d'après l'auteur de science-fiction Douglas Adams, tout ce qui est dans le monde quand vous êtes né est normal et ordinaire, tout ce qui est inventé entre vos 15 et 35 ans est nouveau et excitant, et vous pourriez y faire carrière, et tout ce qui est inventé après vos 35 ans est contre l'ordre naturel des choses. Alors, ne vous en faites pas si pour vous le métaverse est une aberration de la nature. C'est qu'a priori, selon Douglas Adams, vous êtes déjà trop vieux. Bon, alors, vous avez moins de 35 ans, et pourtant vous détestez tout ce que le métaverse représente. Essayons de comprendre pourquoi. Zuckerberg présente son métaverse comme une révolution. Or, en l'état, l'expérience est plutôt bof. On a un truc 100% nul, et en vrai, c'est pas 100% nul. C'est plutôt naze quand même. C'est hyper indispensable, je trouve, pour l'instant. Et le matériel actuel, pas encore assez adapté. Pour moi, c'est trop lourd comme support, pas en termes de poids, mais en termes de préparation. Pourtant, des entreprises commencent même à avoir leur siège social dans le métaverse. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au siège de l'entreprise Virbela. Il est situé dans le monde digital. J'ai donc dû me créer un avatar pour aller interviewer ses dirigeants. Les 160 employés de l'entreprise ont tous été recrutés dans le métaverse et ne se voient jamais dans le monde physique. Et il est aussi possible de visiter Notre-Dame de Paris, déjà reconstruite. C'est le seul endroit aujourd'hui où l'on peut visiter Notre-Dame de Paris, déjà reconstruite après l'incendie. Mais il faut avouer que ces expériences semblent très loin de l'immersion que l'on retrouve dans le film Ready Player One ou Upload. Malgré ça, ne commettons pas l'erreur de juger une innovation entière sur les prémices de sa technologie. Après tout, à ses débuts, Internet était très lent et instable, loin de nous permettre les expériences de streaming et de gaming que nous utilisons aujourd'hui dans notre quotidien. La technologie de l'immersion virtuelle progresse à grands pas et devrait même s'accélérer car certaines entreprises comme Meta, Google ou encore Microsoft croient en elle et au profit qu'elle représente. On voit apparaître des innovations comme les gilets haptiques nous faisant ressentir les contacts sur le corps, mais il y a aussi les gants haptiques, les lunettes intelligentes ou encore les implants neuronaux développés par Elon Musk. Il a présenté un singe qui jouait aux jeux vidéo par la pensée, sans agir sur les manettes du jeu vidéo, uniquement en transmettant, à partir des implants électroniques dans son cerveau, les instructions à l'ordinateur qui était devant le petit singe. Au-delà du jeu vidéo, le métaverse peut répondre à une demande croissante du monde du travail. Le télétravail a explosé ces 2 dernières années et il serait intéressant d'imaginer une entreprise dans le métaverse arrivant à combiner les avantages du télétravail avec les avantages de la proximité et de la facilité de communication entre les salariés. Car soyons clairs, ce qui manque aux salariés qui sont en télétravail, ce n'est pas de pouvoir toucher leurs collègues, mais plutôt d'avoir cette impression de proximité et de pouvoir communiquer aussi facilement qu'en vrai. Et sur ce point, il semblerait que le métaverse soit déjà intéressant. C'est totalement bluffant de réalisme. Alors non, c'est pas bluffant de réalisme parce que c'est très cartoon. Mais c'est bluffant d'immersion. Voilà, exactement. C'est le mot, Tony, c'est le mot, c'est l'immersion. On pourrait aussi étendre le métaverse à nos écoles qui n'ont pas évolué depuis près d'un siècle. Imaginez ces cours d'histoire, d'astronomie ou encore de sciences où les élèves seraient immergés dans cet univers. Bref, ça promet d'être génial, mais ce n'est pas pour tout de suite. Si l'on en croit de nombreux commentaires, le principal problème du métaverse serait qu'il n'est pas réel et ne sera qu'un échappatoire à notre vie de merde. Pour moi, les humains ont besoin de vrai, on est fait pour du vrai, pour du réel, et ce sera toujours beaucoup plus épanouissant que le virtuel. On pourrait même y perdre notre identité et ne plus distinguer la réalité du monde virtuel. Si on y passe beaucoup de temps, alors on risque de confondre les deux mondes et de transposer cette agressivité et ce manque d'empathie dans le monde réel. Effectivement, en 1974,
Robert Nozick s'est intéressé au sujet en imaginant la machine à expérience et a montré que l'on pouvait facilement s'immerger dans une réalité parallèle en étant incapable de la distinguer de la réalité physique. Ça va être encore pire parce qu'avec le monde du métaverse, vous allez mettre votre casque virtuel et vous allez pouvoir être dedans comme si vous y étiez. Et le cerveau ne fait aucune différence entre l'imagination et la réalité. Le développement personnel, tout particulièrement, se bat contre le métaverse et la fausse vie qu'il apporte. Ils croient qu'ils sont connectés alors qu'ils sont totalement seuls dans une petite salle chez eux. Ils sont totalement déconnectés de la vraie vie. C'est assez ironique quand on voit que c'est justement le même développement personnel qui nous pousse à nous projeter dans notre imaginaire en mettant en avant la visualisation comme une super technique pour progresser et atteindre ses objectifs. Vous voulez reconditionner votre esprit, reprogrammer votre esprit en visualisant encore et encore la nouvelle vie, la nouvelle personne que vous voulez devenir. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à me percevoir autrement. Je me voyais pauvre, j'ai commencé à me voir riche. Je me voyais comme quelqu'un qui était timide, j'ai commencé à me voir et à m'imaginer et à me visualiser comme quelqu'un de confiant. Et ma vie a changé. Mais au final, qu'est-ce que la réalité? Non. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Peut-être sommes-nous déjà dans un monde virtuel. Des recherches sérieuses ont été menées sur ce sujet. L'hypothèse a été défendue très sérieusement pas plus tard qu'en février 2020 dans la revue Entropy par 3 chercheurs en mécanique quantique. Selon eux, l'univers pourrait s'être créé lui-même à travers une étrange boucle d'autosimulation perpétuelle. Le plus gênant, c'est que la théorie est tout à fait compatible avec nos observations récentes en matière de physique quantique, indiquant que la réalité objective n'existerait pas et que l'univers observable ne serait donc pas formé de matière, mais bien d'information. L'immersion dans le virtuel n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque vous lisez un livre, vous vous immergez dans l'univers de l'auteur. Et lorsque vous regardez un film, c'est la même chose. Si vous consommez ce genre de divertissement, vous avez sûrement déjà vécu cette sensation d'hypnose en regardant un film. Vous êtes tellement immergé dans l'histoire que lorsqu'elle se termine, vous avez l'impression d'un dur retour à la réalité. Est-ce mal de s'immerger dans un livre, dans un film ou dans un jeu vidéo? Et pourtant, lorsqu'il s'agit de métaverse, cela semble poser problème. Après tout, ils sont sûrement contre la lecture et le fait de raconter des histoires à leurs enfants avant de dormir. Mais pourtant, c'est justement cette capacité à nous immerger dans des histoires, dans d'autres univers, qui nous différencie de tous les autres êtres vivants et qui nous rend humains. Et si vous pensez que c'est mal, car c'est un moyen de fuir la dure réalité? Mais pour simplifier, l'avenir, si on décide de suivre ce mouvement, sera plein de gens qui resteront chez eux 24 heures sur 24, extrêmement gros, à bouffer de la nourriture par intraveineuse et à se connecter dans cette vie, parce que la leur sera trop tragique. J'ai envie de vous dire, quel est le mal à ça? Quel est le mal à rechercher un échappatoire à nos problèmes? N'est-ce pas déjà ce que nous faisons lorsque nous lisons un livre? Nous sommes donc d'accord. Je ne veux me souvenir de rien. La vie est rythmée par les scrolls, les likes et les stories sur notre smartphone. Nous sommes constamment connectés à nos amis et pourtant, on nous dit que nous n'avons jamais été aussi éloignés d'eux. Finalement, le métaverse ne rendrait-il pas ces interactions plus réelles? C'est vrai qu'il y a un truc où il y a un truc social qui peut vraiment être intéressant, où les gens vont les uns vers les autres, ils discutent et tout, chose qu'on fait beaucoup plus difficilement dans la vraie vie, quoi, et assez peu avec les réseaux sociaux conventionnels. Les gens vont direct vers toi, ils discutent. Si t'es français, on l'a entendu avec mon MetaFriend, et c'est trop marrant quoi qu'on soit allé jouer aux fléchettes et au golf ensemble, même si on n'a rien à se dire. Le métaverse pourrait aussi devenir à terme une super expérience pour les personnes avec un handicap physique. Dans Avatar, on peut voir que Jake Sully, qui n'avait plus l'usage de ses jambes, le retrouve enfin grâce à son avatar, lui procurant des sensations longtemps oubliées. N'est-ce pas une bonne chose que ces personnes en situation de handicap puissent continuer à vivre des expériences qu'elles ne pourraient normalement plus vivre dans le monde réel? L'écologie prend de plus en plus d'importance et les entreprises sont de plus en plus contraintes d'y faire attention. Cette règle n'échappe pas au métaverse. Avec la critique du Bitcoin sur sa consommation énergétique, il est tout à fait raisonnable de se demander si une technologie basée entièrement sur de la consommation électrique et supposée gérer plusieurs milliards d'avatars
ne va pas nous créer une catastrophe écologique. Mais la problématique écologique n'est pas si évidente que ça, car il faudrait aussi prendre en compte le changement de nos habitudes dans l'équation. Et le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, et avec le métaverse, on a tendance à penser que ça ne fera qu'augmenter. C'est vrai, sauf que, est-ce que le fait d'assister à une réunion en ligne est réellement plus polluante que si on se rendait tous au bureau? Eh bien la réponse est non. En 2020, une conférence en ligne a eu lieu rassemblant des centaines de chercheurs. Et ces derniers ont calculé que si la conférence avait été organisée en physique à San Francisco, où étaient d'ailleurs basés les organisateurs, elle aurait été 66 fois plus polluante. Il est possible d'imaginer, dans un futur plutôt éloigné, que l'on crée un métaverse pour régler les problèmes écologiques, à l'instar du rétrécissement des humains dans le film Don't Size Me. La cause des catastrophes qui nous frappent aujourd'hui est la surpopulation. Nous sommes fiers de vous dévoiler le seul et unique remède au pire problème qu'a rencontré l'être humain. Êtes-vous prêt, docteur? Oui, je suis prêt. Dans ce métaverse, nous serions en totale immersion 24 heures sur 24, un peu comme dans Matrix, mais sans cette histoire d'esclavage. De cette manière, nous polluerions nettement moins, car les seules choses dont nous aurions besoin seraient de l'électricité, de la nourriture et de quoi maintenir et créer de nouvelles machines. Bien sûr, on se rapproche ici de la dystopie, mais ce n'est qu'un exemple extrême permettant de montrer que le métaverse pourrait bien faire diminuer nos besoins réels au profit de nos besoins dans le monde virtuel, tendant à faire diminuer notre pollution globale et à laisser la nature tranquille. Les anti-métaverses s'inquiètent beaucoup pour votre santé. D'après eux, nous finirons tous comme dans Wall-E, énormes, à ne plus être capables de bouger de notre siège. Mais souvenez-vous de Pokémon Go, ce jeu en réalité augmentée sur smartphone qui faisait sortir les geeks de chez eux. Si vous ne vivez pas dans une grotte en 2016, vous avez forcément entendu parler de Pokémon Go. Mieux encore, vous avez sûrement pu observer les mouvements de chasseurs impressionnants que cela a créés. Donc un simple jeu vidéo peut faire bouger des personnes habituellement sédentaires. Maintenant, imaginez qu'on est tous des tapis de course conçus pour marcher et courir dans le métaverse. Je peux alors vous prédire que tous les joueurs deviendront des athlètes endurants. Autre bon point pour la santé, saviez-vous que la Chine avait décidé de traiter les toxicomanes grâce à la réalité virtuelle ? Ils ont en effet prouvé que le virtuel permettait de lutter contre certaines addictions. Voilà ce qui est plutôt bon pour la santé. Sur Pandora, on retrouve un minerai estimé à 20 millions de dollars le kilo, pouvant résoudre la crise énergétique de notre planète. Et bien sûr, dès que l'on parle d'argent, cela signifie qu'un grand méchant va montrer le bout de son nez. Et ce méchant, vous le connaissez tous, c'est le capitalisme. Vous savez, celui-là même que l'on retrouve dans beaucoup de films, comme Les Simpsons, Les 101 Dalmatiens, ou encore Le Loup de Wall Street, et qui est prêt à tout pour s'enrichir, quitte à exterminer une population entière et à détruire son écosystème. Retrouvons-nous cet ennemi dans le métaverse? La réponse est oui. Et sans équivoque, le monde affirme que cet ennemi capitaliste est Mark Zuckerberg, avec sa société Meta. Bien que contrairement à Avatar, ici le capitalisme ne cherche pas à détruire toute une population pour gagner de l'argent. Il n'en reste pas moins un danger, car il n'a aucun respect pour notre vie privée. Les antécédents de Meta en matière d'éthique sont rien de moins que méprisables. Est-ce qu'on souhaite vraiment lui donner autant de pouvoir sur l'avenir de l'humanité? On comprend que les utilisateurs soient méfiants à l'idée que ce genre d'entreprise soit à la tête d'un métaverse. Mais que peut-on y faire? Est-on contraint de faire un choix? Celui de participer au métaverse et de prendre le risque de ne plus avoir de vie privée? Ou bien boycotter cette technologie et passer à côté de ces expériences uniques? Et si il existait un autre choix? La concurrence. Meta n'est pas la seule entreprise à s'intéresser au métaverse. Parmi les entreprises qui investissent le plus dans cette technologie, on peut retrouver Microsoft, Google ou encore Apple. Et comme dans la série Upload, nous verrons apparaître des propositions de métaverse open source. On a développé un programme qui permet de sauvegarder son upload. Chacun crée sa vie numérique après la mort et la transfère gratuitement aux amis et à la famille. Bien sûr, tout cela ne règle pas le problème de la gouvernance. Si j'utilise le métaverse d'une entreprise, cela veut dire que je subis ses règles, parfois liberticides, et sa censure. Mais c'est là que le Web 3.0 arrive à la rescousse. Grâce à la technologie de la blockchain, initiée par le Bitcoin en 2009,
on sait maintenant créer des systèmes complètement décentralisés. Le web 3.0, c'est aussi ce qu'on appelle le web décentralisé. Dans l'idée, c'est un web dans lequel il n'y aurait plus d'entité au-dessus de chaque application pour réguler tout ce qui se passe. Mais comme toute technologie, elle a aussi ses défauts. Avoir une entreprise qui peut décider de censurer ou non, à défaut, elle pourra aussi vous empêcher de dire des choses qui ne sont pas illégales, ou alors avoir une liberté d'expression totale. Mais du coup, vous allez assister à tous les discours haineux possibles. Avec l'appât du gain, est-ce que le métaverse deviendra le terrain de jeu des riches, laissant de côté les pauvres? Ces derniers seront-ils voués à vivre sur une planète tout à fait réelle, mais devenue invivable? Seront-ils contraints de s'occuper de la survie des riches dans le métaverse comme des esclaves? Bien que ce soit une croyance existante auprès des haters du métaverse, ce n'est pas ce que l'analyse du monde du numérique semble indiquer. Avec l'essor d'Internet et de l'information, la tendance est au gratuit. Avant, vous deviez acheter des journaux, des encyclopédies et des dictionnaires. Maintenant, presque toute l'information que vous recherchez est disponible gratuitement. Avant, tous les jeux vidéo en support physique étaient payants. Maintenant, la tendance va aux jeux gratuits qui permettent l'achat d'éléments accessoires. Avant, vous deviez payer de grosses licences pour des logiciels professionnels. Maintenant, il existe presque toujours une alternative gratuite. Le métaverse n'échappera pas à cette règle. Il y a toujours des choses payantes et premium, mais il y aura aussi une offre gratuite de qualité très large. Ainsi, les inégalités financières tendront à disparaître, et chacun, quel que soit son statut social, pourra vivre des expériences uniques qu'il n'aurait sûrement jamais pu vivre en vrai. Prenons l'exemple d'un parc d'attractions dans le métaverse. N'importe qui pourrait s'immerger dans ce parc. Mis à part un peu de courant électrique, cette immersion ne coûte techniquement rien. Et ce, même si je souhaite privatiser le parc. Car contrairement à la réalité où on vous demandera de payer cher pour compenser le manque à gagner du parc, dans le métaverse, n'importe qui pourrait le privatiser sans que cela ne coûte techniquement plus cher. On pourrait d'ailleurs même imaginer que ce parc utilise le modèle free-to-play. Il serait complètement gratuit, mais permettrait à ses visiteurs de payer pour des expériences supplémentaires, comme des goodies ou encore des expériences sensorielles culinaires. C'est drôle. Je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Tout ceci est totalement envisageable dans un monde 100% numérique. La seule contrainte pour l'accès à toutes ces expériences serait alors de pouvoir se procurer le matériel nécessaire à ces immersions dans le métaverse. Mais quand je vois, lors de mes voyages dans les pays en développement, le nombre de personnes ayant un smartphone, je ne doute pas que l'accès à un équipement immersif de qualité devienne envisageable pour la majorité de la population dans les prochaines décennies. Si tout semble si parfait, quel est ce fameux ennemi mortel que personne n'a vu venir et que je vous ai mentionné en début de vidéo? Imaginez un instant que votre rêve soit d'arriver en haut de l'Everest. Dans la vraie vie, vous devriez vous entraîner pendant des mois, démarrer par l'ascension d'autres sommets plus faciles, y investir une bonne somme d'argent, et une fois sur place, vous ne seriez même pas sûr de réussir. Mais dans le métaverse, les choses sont plus simples. Vous n'avez qu'à vous téléporter au sommet de cette montagne, admirer un peu la vue, prendre un selfie, et en quelques minutes, c'est bouclé. Sans aucun aléa, ni aucune galère. Top, non? Au début, oui, peut-être. Mais ce serait oublier une chose primordiale. Ce qui rend un objectif passionnant, c'est le chemin à parcourir pour l'atteindre. Les challenges auxquels il va vous confronter, ou le fait de vous sentir unique en le réussissant. Mais si vous retirez tout ça, que devient le sens de votre vie? Est-ce qu'on peut réellement être heureux quand on a tout ce qu'on veut? Ce qui donne un sens à notre vie, n'est-ce pas les galères que nous devons traverser? Ces objectifs ambitieux que nous rêvons un jour de pouvoir accomplir? Quelle saveur à la vie lorsque vous savez qu'une mort dans le métaverse n'est qu'un contretemps sans conséquence? Le développement personnel se plaint que le métaverse n'est pas la réalité ou qu'il sert à oublier ses problèmes. Mais le métaverse va justement nous créer le plus gros ennemi que nous puissions avoir à affronter. La perte de sens. Ce métaverse n'existant pas encore, il est difficile d'en vérifier l'impact réel. Mais une vie dans laquelle on peut obtenir tout ce que l'on veut sans effort,
Certains la connaissent déjà. Ces personnes qui ont accumulé une fortune colossale, leur permettant d'obtenir presque tout ce qu'ils désirent en un claquement de doigts. Et on peut voir que certains sont malheureux de cette situation et de cette perte de sens. C'est par exemple le cas de Markus Persson, le créateur du jeu Minecraft, vendu en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, et qui dit « Le problème, lorsque vous avez tout, c'est que vous n'avez plus de motivation. Et toute interaction humaine devient impossible à cause du déséquilibre. » Et il n'est pas un cas isolé. De nombreux milliardaires sont malheureux et tombent en dépression. Cela porte même un nom, le syndrome du gars en pyjama. Ce syndrome a été décrit par Robert Frank dans son livre Richistan. L'idée est que vous êtes si riche que vous pouvez vous permettre d'aller dans des restaurants 3 étoiles en pyjama. Un jour, vous réalisez que vous ne pourrez jamais dépenser votre fortune, ou même une part d'elle seulement, et ce, dans toute votre vie. Votre richesse continuera à grossir sans fin, malgré vos dépenses somptueuses. Et si vous pensez que ce problème n'est qu'une question d'argent, eh bien vous avez tort. La crise de la quarantaine est aussi un exemple de ce manque de sens quand on vit une vie bien établie et que nous n'avons plus de nouveaux projets, car les principaux ont déjà été réalisés. La carrière, le mariage, les enfants, la maison. On est au top sur le plan professionnel. On est bien installé dans sa vie conjugale, les enfants sont adolescents ou étudiants et ont moins besoin de leurs parents. Cela peut donner le sentiment que notre vie est faite. Pour ces raisons, un sentiment de panique ou d'insatisfaction peut se développer et peut aboutir à des envies de tout quitter, de recommencer une nouvelle vie ailleurs, avec des nouveaux projets. Le sens est donc très important dans notre vie pour être heureux, comme le rappelle le psychiatre Christophe André. C'est simple, à chaque fois que notre vie prend du sens, on sent le curseur du bonheur grimper. Le bonheur, c'est le compteur Gégère du sens. Plus il y a de sens, plus le bip-bip du bonheur est fort. Et oui, car l'absence de sens rend notre vie triste, vide, terne. D'ailleurs, voyez les personnes déprimées. Il n'y a plus de sens dans leur vie, car elles ont perdu 3 capacités fondamentales. L'envie d'agir, la capacité au plaisir et le lien aux autres. Mais alors, si le métaverse retire le sens de nos vies, sommes-nous tous destinés à la dépression dans les prochaines décennies? C'est un risque bien réel. À moins de remettre les galères dans le métaverse, ce qui revient à remettre en place un système de mérite et donc à recréer les inégalités entre les gens. Car bien que le métaverse puisse vous donner accès à des connaissances infinies et vous permettre d'effectuer des calculs aussi vite qu'un ordinateur, il ne pourra jamais vous permettre d'augmenter votre intelligence, que celle-ci soit rationnelle ou émotionnelle. Et sur ce point, nous ne sommes malheureusement pas tous égaux. Alors, si on devait simplifier à l'extrême mon propos, cela voudrait dire que nous devrons choisir entre dépression généralisée ou inégalité entre les gens. Mais fort heureusement, la réalité ne se trouve jamais dans le manichéisme, mais dans la nuance. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et partagez votre avis sur la question du métaverse en commentaire. Mais gardez en tête que nous sommes tous humains et que personne n'est infaillible. Alors, restez courtois. Surtout, ayez des objectifs et savourez le chemin à parcourir pour les réaliser.